Il semble que partout où se trouvent des Africains ou des descendants d'Africains, peu importe l'endroit géographique, ils ont subi une forme d'oppression, de discrimination ou de préjugés. Cette situation perdure depuis un certain temps. Certains chercheurs ont tenté de comprendre pourquoi cela se produit et certains ont avancé des explications intéressantes. D'après mes études, il semble que les Africains et leurs descendants à travers le monde aient historiquement été perçus comme une sorte de menace. Ainsi, aujourd'hui, je voulais parler de certaines des raisons potentielles pour lesquelles cela pourrait être le cas. Tout d'abord, cette vidéo doit être prise avec légèreté car il s'agit simplement de mon opinion personnelle sur le sujet, basée sur mon analyse de l'histoire mondiale. En fin de compte, il n'y a pas de réponse concluante à cette question car nous ne pouvons pas pénétrer dans l'esprit des non-africains. Tout ce que je peux faire, c'est mettre en lumière certains schémas et tirer des conclusions conjecturales. De plus, cette vidéo n'a pas pour but d'être une sorte de plaidoyer pour l'empathie ou l'acceptation de l'extérieur de la diaspora africaine. Elle est simplement destinée à être considérée comme un modèle de travail montrant comment l'histoire a évolué pour façonner notre situation sociale, politique et économique actuelle en tant que personne d'ascendance africaine. Malgré les questions concernant la fiabilité des érudits grecs et des historiens comme Diodore de Sicile et Hérodote, leur travail met en lumière un récit très important qui existait dans l'Antiquité. Qu'ils aient dit vrai ou non sur l'Afrique, ils ont exposé ce que était le discours commun à l'époque parmi les élites, un commentaire ancien qui a influencé les périodes ultérieures. Certaines des narrations anciennes suggèrent la croyance, ou du moins la considération, que les Africains étaient les premiers êtres humains et aussi parmi les premiers civilisés. Je trouve fascinant qu'un érudit grec soit arrivé à une conclusion similaire à la nôtre concernant l'origine des humains, les plaçant sur le continent africain. Les échos de ce récit ont survécu jusqu'à des temps plus modernes. L'un des orientalistes les plus populaires connus aujourd'hui sous le titre général d'études du Moyen-Orient était un homme nommé Constantin de Volney du XVIIIe siècle. Voici ce qu'il a à dire. Nous avons les raisons les plus solides de croire que le pays voisin du tropique du Soudan et du sud de l'Égypte était le berceau des sciences, et par conséquent, que la première nation savante était une nation de Noirs, car il est incontestable que, par le terme éthiopien, les anciens voulaient représenter un peuple de complexion noire, aux lèvres épaisses et aux cheveux crépus. Malgré notre perspective aujourd'hui, les gens de l'Antiquité et même certains des premiers observateurs ont conclu que les civilisations et les peuples les plus anciens de l'humanité étaient africains. Il est important de noter que cette perspective n'a été remise en question que récemment. Je pense que si nous utilisons cette perspective ancienne et la perspective proposée par De Voning, nous pouvons certainement voir les premières étapes de la façon dont les Africains ont commencé à être perçus comme une menace, car les implications d'être les premiers humains possédant les plus anciennes civilisations sont évidentes. La deuxième raison pour laquelle les Africains ont peut-être été considérés comme une menace repose sur le modèle ancien précédent. En raison du récit avancé par les écrivains anciens et leurs contemporains modernes, une peur primordiale d'annihilation génétique s'est inévitablement développée. Ainsi, le processus de pensée pourrait être le suivant: si ces Africains sont les premiers humains qui se sont peut-être répandus sur la planète, alors l'humanité peut facilement retourner à son moule africain d'origine. Même si cela peut sembler étrange, c'était un fil de pensée dans la psychologie de la règle de la goutte d'eau, qui affirmait essentiellement que si quelqu'un avait une goutte de sang africain, alors il avait corrompu le sang non africain, et par conséquent, devait être considéré comme noir ou nègre. Il semble clair que cette idée a été développée pour identifier l'ascendance africaine quelle que soit sa couleur ou son phénotype. Cette identification conduirait alors à opprimer cet individu, à le maintenir dans le même état dégradé que les autres noirs, afin qu'il n'ait pas à rivaliser économiquement, socialement, politiquement et surtout génétiquement. Cependant, cette idée d'annihilation génétique n'était pas présente chez tous les groupes ethniques européens. En Amérique latine, par exemple, les Espagnols et les Portugais semblaient avoir des enfants avec leurs femmes africaines esclaves et même les revendiquaient, créant ainsi une nouvelle classe et une nouvelle ethnie. Ces individus avaient pour la plupart des privilèges et un accès aux biens et services que la société pouvait offrir. Il semble également que cela soit vrai chez les Arabes dans une certaine mesure. Le commerce des esclaves arabes était tout aussi brutal et déshumanisant que le commerce des esclaves atlantiques, et ils avaient certainement des enfants avec des femmes africaines esclaves. Certains de ces enfants naviguaient dans le monde en tant qu'arabes parce qu'ils adoptaient pleinement l'identité et la culture de leur père arabe.
Dans l'ensemble, l'idée que les Africains représentent une menace génétique ne s'appliquait pas à tous, mais était propre à certains groupes non-africains ayant un pouvoir impérial. Notre dernière menace semble venir du fait que le continent africain regorge de ressources et que ces ressources se traduisent ultimement en richesse. Il n'est pas secret que de nombreux pays modernes veulent contrôler les ressources provenant de l'Afrique, et ils y parviennent bien. Cela était certainement vrai dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Je pense que les Arabes en étaient bien conscients lorsqu'ils ont rencontré pour la première fois les empires du Ghana et du Mali. Les écrivains musulmans parlaient de ce qu'ils entendaient des marchands qui voyageaient vers le Ghana et ses civilisations adjacentes. Il n'est pas exagéré de dire que les Arabes étaient très impressionnés par la richesse de l'empire du Ghana. Le premier écrivain à mentionner l'empire du Ghana était un astronome nommé Al-Fazari, peu de temps après l'an 800 de notre ère. Il a qualifié l'empire du Ghana littéralement de terre d'or. Un siècle plus tard, Ivan Hakel décrit le roi du Ghana comme le souverain le plus riche de la terre, car il possède une grande richesse et des réserves d'or qui ont été extraites depuis longtemps au bénéfice des anciens rois et du sien propre. Ivan Hakel écrit également dans sa description de ce Jalmaza concernant son commerce à travers le Sahara et avec le Ghana. J'ai vu un billet à Odougas certifiant une dette due à l'un d'eux, du peuple de Sidramaza, par l'un des commerçants d'Aoga, qui était lui-même du peuple de Sidramaza, et la somme de 42 000 dinars. Je n'ai jamais rien vu ni entendu de comparable à cette histoire à l'Est. Je l'ai racontée en Al-Irak à Fars et au Khorasan, et partout, elle était considérée comme une nouveauté. Comme le dit le cheikh Andjop, l'Afrique était si distinguée dans le monde pour sa richesse légendaire que cela a conduit les Arabes à dire, contre la gale des chameaux, utilisez du goudron et contre la pauvreté, faites un voyage au Soudan. Cela en dit long sur la perception de l'Afrique. Tout le monde qui connaissait sa richesse en voulait sa part. Comme nous pouvons le voir, les Arabes l'ont encouragé, en faisant un proverbe. Et la visite de Mansa Moussa au Caire, où il a exposé sa grande richesse et son pouvoir, a certainement suscité l'admiration, mais elle n'a fait que donner plus de raisons de craindre une planète noire, si vous voulez, parce que tout le monde savait que l'accès à la richesse et aux ressources consolide et accroît le pouvoir, point final, et celui qui le possède le contrôle. Il est clair que les Africains étaient considérés comme les propriétaires, d'abord du point de vue arabe et plus tard du point de vue européen. C'était en effet une combinaison fatale pour les Africains qui semblaient plus intéressés par d'autres formes de capital que par la domination mondiale. Ainsi, cette histoire dessine un tableau intéressant de pourquoi les Africains et leurs descendants peuvent être perçus comme une menace. Le récit initial selon lequel les Africains étaient les premiers humains, l'idée limitée mais omniprésente d'annihilation génétique, et enfin, l'avantage perçu d'un accès immédiat à la richesse et aux ressources ont fait des Africains une menace pour leurs voisins, les Arabes et les Européens, qui ont tous deux agi dès qu'ils ont pu. Je crois que c'est pourquoi il y avait tant de résistance contre les mouvements panafricains et les centres économiques comme Black Wall Street et d'autres. Car si les personnes d'ascendance africaine à travers le monde peuvent consolider une identité unifiée, elles peuvent alors redevenir propriétaires. Quoi qu'il en soit, les gars, comme je l'ai mentionné avant, c'est juste mon analyse personnelle de l'histoire mondiale. J'espère vraiment que certains seront prêts à partager leurs pensées et à ajouter ou retirer des idées présentées. Comme mentionné précédemment, j'espère que cela pourra être utilisé comme un modèle pour nous dans la diaspora afin que nous puissions mieux comprendre notre monde, apporter moins de confusion et être en mesure de comprendre pourquoi nous voyons les choses comme nous les voyons. Eh bien, c'est tout pour moi, les gars. Si vous aimez ces vidéos et que vous voulez aider à leur production continue, envisagez de soutenir l'équipe à domicile sur patreon.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Connais-toi toi-même. Souviens-toi de tes ancêtres. Paix.